Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur la chaîne de The Playoff, le podcast WNBA. Oui, vous avez reconnu ma voix, c'est Tom, je suis de retour pour accompagner l'ami Elliot. Elliot, comment tu vas? Bah, ça va bien, ça fait plaisir de te retrouver après une disparition de 3 mois ou 4 mois ou je ne sais même pas. Tout de suite les grands mots, on a fait un podcast ensemble il y a 3 semaines. Vous voyez, ouais, c'est ça c'est les personnes qui partent aux États-Unis, il y a un décalage horaire C'est qui est ça, c'est assez, ça, qui est assez incroyable. ça bousille la notion du temps. C'est assez incroyable. Avant de revenir un petit peu sur ton expérience américaine, comme on avait fait la dernière fois, parce que si ma mémoire et mes souvenirs sont bons et que l'actualité ne me fait pas défaut, j'ai l'impression que tu participes à quelques média days, que tu as pu t'entretenir avec quelques no-name Ouais, tout à un fait. peu référencés dans le monde du sport et du basketball. Avant ça, on vous fait juste un petit récap des bonnes habitudes. Vous pouvez retrouver tous les articles d'Eliott sur la WNBA sur le site de The Playoff. Vous retrouvez aussi les podcasts des copains, que ce soit sur la NFL, la NBA qui va reprendre bientôt. Enfin bref, tous les sports américains, vous connaissez les petites habitudes sur les différentes plateformes de podcast, sur le site internet, bien évidemment, sur la communauté Discord aussi. N'hésitez pas à rejoindre la communauté pour échanger avec les différents intervenants. Et puis voilà, les étoiles, les likes, vous connaissez ça. Ça permet de mettre en avant notre travail et aussi de mieux nous référencer, bien évidemment. Et voilà. Euh, on va faire un petit sommaire rapide de cet épisode-là parce qu'on arrive en fin de saison WNBA, mais qui dit fin de saison dit peut-être et sûrement le moment le plus important de la saison. Ouais. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, vous avez fait un petit podcast preview sur les demi-finales, si je ne dis pas de bêtises, et les demi-finales se sont terminées en milieu de semaine et on attaque dès la nuit prochaine. Ce soir. Dès cette nuit, autant pour moi, bah, ouais, mais pour toi, c'est ce soir, pour nous, ce sera cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, le match un des finales. On va pas vous spoiler pour le moment, parce que si vous ne connaissez pas l'affiche, on va pas vous spoiler, on va faire dans l'ordre, on va faire un petit récap, enfin ouais, un petit récap de ce qui s'est passé lors des demi-finales, et on vous fera une petite preview des finales. Pour terminer ce monologue interminable de 2 minutes, Elliot, je te passe la main tout de suite. Avant de revenir sur nos petites demi-finales WNBA, est-ce que tu peux nous raconter tes dernières 72 heures en terre américaine? Parce que je crois tu as vécu 2-3 petits moments sympas. Ouais, plutôt même la dernière semaine, les 7 derniers jours. Du coup, j'ai couvert les 2 matchs Las Vegas Aces Indiana Fever à Indianapolis vendredi et dimanche dernier. Ensuite, lundi, j'ai participé au Media Day des Indiana Pacers. Et jeudi matin, les exit interviews, donc les conférences de presse de fin de saison du Indiana Fever après leur élimination. Le mec se la pète un petit peu, quoi. Il a pu échanger avec, je sais pas si ça vous dit quelque chose, une certaine Caitlin Clark, voilà, qui serait Qui donc apparemment. qui Ouais, ferait vas-y. venir jouer à Paris? C'est la question que je voulais poser. Les homologues des Indiana Pacers ont disputé un match NBA à Paris en janvier, même 2 matchs. Ouais. Et j'ai demandé à Caitlin Clark si elle aimerait voir un WNBA Paris Game. Donc elle est totalement partante pour l'idée. En plus, avec les joueuses françaises qu'il y a, ça pourrait faire un beau match. Si on voit par exemple si elle compte y participer, ça pourrait être un Indiana Golden State, un Indiana Seattle, voilà. Un petit Indiana Dallas, un petit Paige Baker contre Caitlin Clark, ce serait pas mal ça. Et puis l'avantage, c'est que toi, si tu es rentré sur place, vu que tu es en train de créer des liens, tu pourras la loger, lui proposer deux, Évidemment. trois adresses de resto. Donc voilà, tu as bien raison. Donc ouais, n'hésitez pas à retrouver, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, les différents Ouais. réseaux sociaux de Playoff et surtout d'Eliott, toute la production qu'il fait, que ce soit en vidéo, en article. Donc voilà, allez lui donner de la force. Euh, Vous aviez pu suivre les années passées l'ami Benjamin Moubèche qui était parti du côté de San Antonio pour suivre les Spurs. Et ben voilà, là on a notre insider dans l'Indiana. Donc n'hésitez pas à aller donner du courage, de la force, des retours. C'est comme ça que nos journalistes peuvent se développer par la suite.
On se lance, mon Quentin. Retour sur les Quentin? demi-finales. Ah, Mon t'es trop Quentin, habitué pardon, Elliot. Oh la vache. aux vidéos NBA. Oh là là, je lui passe le bonjour, Quentin. Non, mais je vous jure, switcher comme ça d'un média à Ah l'autre, ouais, ouais, c'est franchement, dur. vous allez voir, c'est rigolo. Elliot, pardonne-moi. Je t'en prie. Mais du coup, on va quand même revenir sur les demi-finales. Tu vas pas me la faire à l'envers comme ça. Il y avait 2 demi-finales à suivre, une qui a été plus longue que l'autre. Souvent, il y a 2 demi-finales, ouais. Voilà, on est sur un petit focus d'humiliation sur les 30 dernières secondes. Toujours agréable. Non, parce qu'on avait Euh, fait la blague avec Chris la fois dernière. Par laquelle on commence? Bah tiens, on va commencer par l'étape locale. Ouais. Indiana Fever, Las Vegas Aces. Petit rappel de contexte, les Aces qui ont pas très bien débarré la saison régulière et qui ont fini tambour battant en enchaînant une série de victoires assez incroyable, qui avaient un petit peu galéré sur leur première série de playoffs en laissant un match à Seattle et Mmh. finalement avaient gagné 2-1, et puis se présenter quand même assez largement favori dans cette confrontation contre le Fever, à qui il manque quand même, au-delà de Caitlin Clark, d'autres joueuses importantes du roster. Euh, mais tu vas nous raconter ça. Le Fever s'est plus que bien battu dans cette série. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de cette série? Tout à fait. Bah, déjà, plus que bien battu puisqu'elles prennent le match 1 à Las Vegas, à l'extérieur. Donc on est sur c'est une série en 5 matchs, format 2-2-1. 2 chez l'équipe la mieux classée, puis 2 chez l'équipe la moins bien classée et en cas de belle, retour chez l'équipe la mieux classée. Du coup, les 2 premiers matchs à Las Vegas. Victoire, du Fever, qui «surprend» entre guillemets Las Vegas avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de rebonds, et Las Vegas qui dormait tout simplement. Et ensuite, match 2, cette fois-ci remporté par les Aces qui remportent ce match 2 de 22 90, points. ouais, 90-68, je crois Ouais, que c'est c'était ça, c'est une le réveil d'Aja Wilson. voilà, c'est ça, c'est leur plus large victoire, sur cette série. Ensuite, la série bascule dans l'Indiana. Ils vont chercher les Aces le match 3, qui leur offre 2 balles de match, pour Clairement. se qualifier en finale WNBA. Indiana égalise sur un match 4 fou à domicile, dans une salle, bien bouillante, comme on a l'habitude. Et ensuite, un match 5 qui nous a emmenés jusqu'en prolongation avec, sur le terrain, donc il manquait 7 joueuses à Indiana par rapport au début de saison sur cet overtime, avec Kelsey Mitchell qui s'est blessée pendant le match, Aliyah Boston qui était fouled out après 6 fautes et cet overtime que les Aces se sont adjugés grâce à notamment Chelsea Gray qui envoie 3 tirs du parking, dont un en complet déséquilibre au buzzer, qui fait très très mal. Stephanie White dit après la rencontre, on leur a rendu les tirs difficiles, mais elles ont mis les tirs difficiles. Donc Ouais. au bout d'un moment, bah, ça fait la différence. Ouais, c'est ça la différence de fraîcheur et en fait de joueuses tout simplement présentes, de joueuses de qualité présentes. Avant de revenir rapidement sur un petit peu plus en détail sur l'effectif et les performances des joueuses de Las Vegas. Toi, en étant directement sur place et en ayant pu constater certaines choses et échanger avec certaines joueuses et coachs notamment, on n'attendait sûrement pas de voir le Fever se développer aussi bien sans Caitlin Clark. Mmh. Euh, je ne sais pas si on s'attendait à une telle éclosion et une telle confirmation de niveau de la part de Kelsey Mitchell et d'Aliyah Boston, qui ont vraiment passé des caps plus que impressionnants sur cette série de playoffs et globalement sur la saison, due aux nombreuses absences. Je crois que si je dis pas de bêtises d'ailleurs, Kelsey Mitchell est la priorité au niveau de la prolongation cet été, du côté du Fever. Tout à fait. Euh, Est-ce que toi, en termes de projection, donc là, on peut clairement parler d'une saison plus que réussie finalement, sans lié notamment aux absences des stars et des superstars. Est-ce que toi, là, dès la saison prochaine, avec le retour potentiel de Caitlin Clark et si elles arrivent à prolonger Kelsey Mitchell, on parle du Fever comme l'une des prétendantes top 2, top 3 à la victoire finale pour 2026? Ouais, tout à fait. Aliyah Boston a dit, on lui a posé la question: qu'est-ce que vous pourriez dire
aux adversaires du Fever la saison prochaine. Et elle a dit soyez prêts. Donc, je pense que Caitlin Clark va avoir très envie de revenir. Ça a dû la frustrer terriblement, tous ces matchs loupés. Elle en a disputé que 13 cette saison sur les 44, plus ceux des playoffs. Donc, ça fait pas beaucoup. Ouais. À mon avis, il y a eu tous les débats parce qu'il y a donc Sophie Cunningham, Natasha Howard, Lexi Hull qui sont aussi free agents. Mais la plupart ont l'air de vouloir revenir et de vouloir tenter l'aventure avec ce groupe qui a été dit si spécial par Stephanie White, qui note la résilience de ce groupe et qui n'ont jamais rien lâché, qui ont toujours préféré le collectif à l'individuel. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Les commentateurs radio, ils disaient que quand il y aurait la dynastie du Fever, ce match 5, cette défaite au match 5, ça serait genre la scène d'ouverture. Et on a un peu l'impression que elles sont sur le bord de créer quelque chose de très grand. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Il doit y avoir la frustration de ne pas avoir pu profiter pleinement de l'effectif et en même temps, cette éclosion de d'autres joueuses finalement et l'accomplissement d'autres joueuses. Ce sera d'ailleurs sûrement un défi aussi de réintégrer Caitlin Clark Ouais. dans cet effectif sans trop modifier ce qui s'est bien passé là sur la fin de saison. Donc, on a hâte de voir le Fever l'année prochaine. Avant de passer sur notre seconde demi-finale, je te propose qu'on revienne un petit peu quand même sur les performances. Bah, on va pas se mentir, de la MVP qui nous a encore montré pourquoi elle a été élue MVP. Et aussi notamment à celle qui a sûrement fait la différence sur la fin de série, une certaine Jackie Young. Ouais, pour moi, Voilà. la MVP de la série, c'est Jackie Young. Ouais, clairement. Clairement, Jackie Young qui a fait vraiment la différence, notamment en scoring sur les derniers matchs. Est-ce que, selon toi, au vu du début de ces playoffs et de la fin de saison, AJ Wilson a clairement mis fin au débat qu'il pouvait y avoir au niveau du titre de MVP de la saison régulière, ou en tout cas, ce qu'elle montre là justifie un petit peu plus son trophée, ou on reste vraiment quand même sur quelque chose de très médiatique et on part du principe qu'elle l'a quand même un petit peu volé, même si c'est pas de son fait, hein, qu'elle l'a un peu volé à Nafisa Collier. Bah, elle a pas vraiment, enfin, elle continue sur la lancée de la fin de saison. Elle fait une très belle fin de saison régulière. Sur le run des 16 victoires des Aces, elle est monstrueuse. Et je trouve que quand même, elle a été contre Indiana sur quelques matchs, elle a été en dedans, quoi. Le Ok. premier match, 6 sur 22, heu, c'est compliqué quand même. Ouais. Surtout que c'est des tirs faciles à la base, enfin pas des tirs faciles, mais des tirs à elle, qu'elle maîtrise totalement. Elle fait 6 sur 20 sur le troisième match aussi. Elle est à seulement 13 points. Elle avait pic à 38 points contre Seattle. Ok. Mmh, mais sur cette demi-finale, elle m'a pas non plus impressionné. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait de la très bonne défense d'Aliyah Boston sur elle, notamment? Ouais. Après, enfin, elle nous a pas impressionné, mais elle reste quand même sur des stats assez exceptionnelles, hein. On Ouais. reste sur du 24 points, un peu moins de 10 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 4 contres, quoi. Donc, ça reste solide. Mais Aliyah Boston, ouais, a fait un très bon travail de défense sur elle. Elle disait en interview qu'elle voulait juste l'embêter. C'est le fameux truc de rendre les tirs difficiles, et si elle met les tirs, bah, elle devait les mettre. Mais au moins essayer de lui rendre la vie difficile, essayer de l'embêter quand elle a pas le ballon, et cetera. Malheureusement, Aliyah a été punie par les fautes sur ce match 5. Mais même sur quelques autres matchs aussi, elle a eu quelques problèmes de fautes. On va pas revenir sur tous les épisodes d'arbitrage. Mais Aliyah Boston, vraiment très, très grosse demi-finale des 2 côtés du terrain. Ouais, ouais, non, clairement et puis, un secteur intérieur qui avait de quoi embêter un petit peu celui de Vegas. On verra si en finale, l'adversaire des Aces ont de quoi, présenter, entre guillemets, «de quoi ralentir» AJ Wilson. C'est peut-être un petit peu moins sûr.
Tiens, bah, ça nous donne la transition. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite sur la deuxième demi-finale, où là, clairement, il y a des choses à dire, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Cette demi-finale qui opposait les Minnesota Lynx, victorieuses entre guillemets de la saison régulière, grande favorite pour le titre, clairement, mais qui ont malheureusement perdu Nafisa Chuté. Collier. Ah, pardon. Chuté et perdu Nafisa Collier lors de cette série. On va revenir un petit peu sur la série. Elles étaient opposées au Phoenix Mercury qui, là aussi, on essaie sur une très belle fin de saison régulière. Les arrivées d'Alyssa Thomas et de Satou Sabali lors de la dernière Intersaison, intersaison. ouais. Et clairement, bah, c'est les deux joueuses clés qui ont fait la différence sur cette série. Donc voilà, le Phoenix Mercury qui s'est défait de Minnesota. On va revenir un petit peu sur la série, sur les blessures, sur le contexte, sur les bonnes performances et sur les différents, discussions autour de l'arbitrage et de tout ce qui en est sorti, notamment de la part de Nafisa Collier et au niveau des coachs. Toi, globalement, est-ce que tu es surpris de cette victoire du Mercury? Est-ce que l'absence de Nafisa Collier a pour toi été le point déterminant qui a fait tourner la série complètement pour le Mercury? Non. Pour moi, la défaite du match 2 déjà, de Minnesota qui laisse filer ce match 2, c'est la bascule. Et attends, j'ai oublié l'autre partie de ta question. L'autre partie de la question, c'était, voilà, le Mercury gagne Ah oui, 3-1. surpris. Surpris. Et ouais, est-ce que pour toi, le Phoenix est un peu, se retrouve là du coup en finale WNBA? Est-ce que c'est une surprise, quoi? Bah, moi déjà, j'avais pronostiqué au début des playoffs une finale Minnesota-Las Vegas. T'es pas loin. Je suis pas loin, ouais, bien sûr. Mais je voyais pas, honnêtement, mon Phoenix sortir, entre guillemets, aussi facilement Minnesota. Chris avait annoncé l'upset de Phoenix contre Minnesota. Donc, on lui passe une petite félicitation. Il avait annoncé 3. C'est un expert, hein. Lui, c'est un expert. il, il avait annoncé 3-2, je crois, c'est même 3-1. Donc, c'est magnifique. Et Il s'auto-flagelle parce que clairement, il s'était foutu de moi quand le Liberty avait perdu. Il s'est dit, bah, si je dis que Minnesota perd, l'ami Tom, il va pas me tomber dessus. Bah, si, ouais. si, mon grand. Si, si, si. Quand tu termines une saison régulière en nageant autant sur la ligue et que tu te rétames contre Phoenix malgré le contexte. Mais il avait dit, je pronostique Phoenix, comme ça je suis content si Phoenix gagne parce que mon pronostic est bon et je suis content si Minnesota gagne parce que Nafisa Collier est en finale. Tu vois, regarde, c'est honteux de faire des choses comme ça aujourd'hui. C'est très suisse, l'ami Chris. Donc la bascule pour moi, c'est ce match 2. Minnesota mène 59-39 avec À 5, la mi-temps. avec 5 minutes à jouer dans le troisième quart. Mm. Donc avec 25 minutes disputées. Et ensuite, Phoenix revient, décroche la prolongation et s'impose 89-83 en prolongation. C'est là où on s'est dit que Phoenix, c'était du solide parce que du coup, elle reprenait l'avantage du terrain en égalisant un partout après les 2 rencontres à Minnesota. Et ça s'est vu puisqu'elles finissent derrière avec les 2 victoires à la maison. Sur ce match 3 où Nafisa Collier se blesse sur la dernière action. Un peu plus tard, on a su qu'elle a, je crois, que 3 ligaments touchés dans la cheville, pas de C'est ça. fracture. Mais donc, cette interception où Alyssa Thomas chipe le ballon et ensuite traverse la jambe de Nafisa Collier qui fait tourner la cheville. Ensuite, on a Cheryl Reeve qui Pète un câble. pète un câble complet. Elle a, ouais, et donc elle s'est fait ensuite, elle a pris 15 000 $ d'amende pour ne pas avoir respecté les arbitres, avoir utilisé un langage inapproprié avec les fans aussi. Et pour son discours en conférence de presse où elle est arrivée, elle a dit je prends pas de questions.
Et pendant 2 minutes, elle a juste explosé l'arbitrage et la ligue. Voilà. Et du coup, ensuite, encore une fois, Minnesota menait dans le game 4. Et finalement, c'est Phoenix qui s'impose. Si on regarde la tendance, plus 38 pour Phoenix sur les quatrièmes quart-temps, sur les 3 victoires. Donc match 2, 3 et 4. Phoenix est clutch et Minnesota peut se mordre les doigts d'avoir laissé filer le game 2 parce que ça change complètement la série. Si tu arrives à 2-0 dans l'Arizona, tu forces Phoenix à gagner les deux. Alors que là, elles arrivaient à 1-1 et pouvaient avoir 2 balles de match à la maison ou même un game 5 à Minnesota. Mais chapeau à Phoenix, super bien coaché, super bon choix en fin de match. Sammy Whitcomb, l'expérience qui fait la différence. Dewana Bonner, Camille Desgrottières et notre Française, Monica Komakani, qui fait une superbe saison, qui n'est malheureusement pas dans la first team rookie, mais qui l'aurait peut-être mérité. Et qui fait des très beaux playoffs en défense notamment, et qui a reçu les louanges de Sammy Whitcomb pendant la série et de Kalia Copper hier, qui disait que même si c'était une rookie, elle était hyper précieuse pour le Mercury. Ça fait plaisir de voir des petites Françaises comme ça mises en avant. Je faisais un point stat aussi sur Alyssa Thomas qui a quasiment Ouais, fait un triple-double sur la série. ouais, quasiment. Statistiquement, voilà, Alyssa Thomas qu'on met trop souvent de côté et qui va encore une fois pouvoir s'exprimer en finale WNBA. Elle qui, Et pour surtout, rappel, elle a beaucoup scoré. Elle est à 20 ouais, points de moyenne, elle est plutôt autour de 14 ou des trucs comme ça en saison régulière. Mais là, en playoff, elle hausse son niveau de scoring. 20 points de moyenne en rappelant que c'est une chose qui ne peut pas shooter. Voilà, qui n'a Voilà. pas d'épaule. Qui joue au basket sans épaules. On a fait un bon tour sur les demi-finales. On va pouvoir se projeter un petit peu sur cette confrontation entre Vegas et le Mercury. En début de saison, tout le monde attendait globalement une finale Liberty Minnesota, et ben voilà, on s'est quand même assez bien planté. Finalement, des rosters assez expérimentés. Il y a le côté un peu plus équipe historique de la part de Vegas, quand on part du principe que les deux meilleures joueuses de Phoenix sont arrivées à l'intersaison. Mm. Toi, comment tu la vois, cette finale? Est-ce que tu arrives à sortir une équipe favorite? Et après, on va peut-être se pencher un peu plus, le duel dans le duel. Le duo, entre guillemets, de superstars, parce que j'estime que Chelsea Gray est peut-être un petit cran en dessous. Donc opposer plutôt Jackie Young avec AJ Wilson contre Sabali et Alyssa Thomas. Comment tu la Mhm. décryptes un petit peu, cette finale? Déjà, je vais sortir les stats qui servent à rien parce que c'est mon job. Les Aces ont remporté 3 des 4 matchs face à Phoenix sur la saison régulière. La seule victoire du Mercury, c'est en juin, quand A'ja Wilson n'était pas disponible. Mais du coup, ça veut plus trop rien dire puisque depuis Las Vegas est sur une dynamique bien plus positive sur la fin de saison régulière, mais peine un peu sur ses playoffs, alors que Phoenix, justement, a vraiment haussé son niveau Mm. sur les playoffs, sur la série. Elles sortent quand même les championnats en titre. Et ensuite, les favorites de cette saison, avec toujours à chaque fois les pronostics contre elles. Ils aiment bien sortir à chaque fois les ESPN, ils font 5 ou 6 experts pronostics, et à chaque fois Phoenix était pronostiqué comme perdant, et donc elle défie les lois des pronostics. Las Vegas, troisième finale en 4 ans, pour potentiellement aller chercher un troisième titre en 4 ans, ce qui serait du jamais vu. Euh, et Phoenix, première finale depuis 2021. Donc on l'a dit, nouveau trio, qui a individuellement de l'expérience, mais pas en tant que groupe. C'est ce que Nate Tibbetts disait
après, je ne sais plus quel match contre Minnesota. À chaque fois qu'elles avancent d'une étape, c'est la première fois que ce groupe vit cette étape ensemble. Mais tu as quand même de l'expérience, on l'a dit, Sammy Whitcomb avec Seattle, Dewana Bonner, deux bagues. Euh, et, euh, et globalement, même Alyssa Thomas n'a pas deux bagues, elle n'a pas remporté de titre, mais elle a quand même beaucoup d'expérience et des finales perdues. Kalia Cooper, MVP des finales 2021, hein, une bague avec Chicago. Donc ça n'a pas d'expérience en tant que groupe, mais ça a quand même de l'expérience de ces grands rendez-vous et de ces finales WNBA. Clairement, avant, parce qu'on l'a pas mal répété, avant de vivre peut-être l'une des plus grosses free agency de l'histoire de la WNBA, parce Ouais. que pour rappel, toutes les stars et superstars seront agents libres cet été. Moi, je te pose cette question, est-ce qu'on ne serait pas sur la dernière chance de voir Vegas gagner un titre avec cet effectif? Oui. Et en même temps, de l'autre côté, est-ce que ce ne serait pas la dernière chance d'Alyssa Thomas de remporter quelque chose dans sa carrière? Pour Las Vegas, oui, ça c'est sûr, puisque à mon avis, même Chelsea Gray, elle arrive entre guillemets sur la fin de carrière. En défense, ça commence à être très très compliqué. C'est plus un plot qu'une joueuse. Et elles ont laissé filer Kelsey Plum, récupéré Jewel Lloyd. Elles ont aussi sacrifié entre guillemets leur futur en récupérant Nalissa Smith. Enfin, leur futur, elles ont lâché un pic quoi, pour récupérer Nalissa Smith cet été en milieu de saison. Un apport très très précieux, puisque ça a, entre guillemets, entre autres, lancé la série de victoires. Et Phoenix, je ne sais pas comment ça se passe. Si ça se passe bien, elles peuvent peut-être vouloir retenter ce groupe-là. Je ne sais pas si au niveau du salary cap, etc., enfin, on n'en sait rien. Le nouveau CBA va être normalement négocié avant la fin octobre. Ou Logiquement. sinon, il n'y aura pas de saison. C'est ça que Kelsey Mitchell a dit au niveau de la free agency. Déjà, le premier truc, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une saison, ce qui n'est pas gagné d'avance. Mais Las Vegas, oui, c'est la dernière chance pour ce groupe, à mon avis. On est d'accord là-dessus. Avant de conclure cet épisode en vous parlant un petit peu comme de l'actualité chaude, des sorties médiatiques de Nafissa Collier et de tout ce qui entoure le spectre un petit peu de la WNBA ces derniers jours, on fait une petite partie prono, je te propose. Avant ça, je vous donne le calendrier des 3-4 premiers matchs. Donc, premier match qui aura lieu cette nuit à heure française, 2h du matin. Le deuxième match, donc les deux premiers matchs, pour rappel, sont à Vegas. Le deuxième match qui aura lieu dimanche soir à 21h heure française, donc ça c'est bien cool. Ouais. Toi, ce sera un peu plus tôt, mais Ouais. on s'en fout, t'avais qu'à pas être aux États-Unis. Et les deux matchs qui suivront seront du coup à Phoenix dans la nuit de mardi à mercredi à 2h du matin, si je ne dis pas de bêtises, et le match 4 dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin. À ce C'est ça. moment-là, on verra, on fera un petit point. Si vous êtes sage, il y aura peut-être un petit podcast pour débriefer ce qui s'est passé sur cette semaine-là. Ton prono, toi, entre cette équipe du Mercury, entre guillemets, toute fraîche, toute neuve, mais hyper expérimentée individuellement, et de l'autre côté, ta nouvelle meilleure amie, AJ Wilson, qui t'a fait remarquer ton superbe accent vietnamien il n'y a pas très longtemps en conférence de presse. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller voir AJ Wilson qui, tout simplement, s'est complètement foutu de la gueule d'Eliott, qui lui posait une question très sympa, AJ Wilson. Ouais. Voilà. En sucre. En sucre. Bon, plus sérieusement, comment tu les vois ces finales? Est-ce que Phoenix, très honnêtement, peut empêcher Vegas de prendre ce troisième titre en 4 ans? Tu parlais de Phoenix frais. Ils ont aussi 2 jours de récupération en plus, Ouais. ce qui n'est pas négligeable. Et j'ai l'impression quand même que Las Vegas a lâché des plumes dans cette demi, mentalement et physiquement, contre Indiana qui a demandé beaucoup de. Enfin, c'était une série très physique. Becky Hammon, Stephanie White l'ont répété 500 fois, mais c'était une série très très physique. Et honnêtement, Las Vegas a tendance à perdre, à être fragile mentalement dans les fins de match. Elles ont laissé filer une avance de 12 points contre Seattle au premier tour.
Elles ont laissé le Fever revenir sur le match 5, alors que Kelsey Mitchell n'était pas là et Aliyah Boston non plus. Et donc, elles ont été emmenées quand même en overtime par une équipe qui n'avait pas qui avait 5 joueuses blessées, même 6. Non, 5, c'est ça, avec Damiris Dantas. Ouais, 5. C'est Phoenix à la profondeur de banc, avec donc Dewana Bonner et Sammy Whitcomb qui sortent du banc, ce qui sont des joueuses très clutch. C'est dur à pronostiquer. C'est le fameux truc. Enfin, ça va être, c'est horrible de dire ça. C'est soit Phoenix en 6, soit Las Vegas en 7. Et moi, je dirais Phoenix en 6. Ouais, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal à pronostiquer cette série dans le sens où Vegas Est capable. est capable de. Enfin, en fait, on n'attendait De tellement tout. pas que Vegas se réveille de cette façon-là sur la deuxième partie de saison et roule autant sur la ligue et que ça se remette à fitter et à défendre plus intelligemment, Ouais. d'arrêter d'envoyer Jay Wilson défendre à l'extérieur, vraiment de la laisser en protectrice de cercle. Dans cet effectif du Mercury, moi, je t'avoue que j'ai un peu de mal à voir comment elles vont faire pour la défendre, AJ Wilson. Là où on l'a noté, notamment Aliyah Boston avait fait du très bon taf et collectivement, il y avait du très bon taf qui a été fait de la part du Fever. AJ, j'ai l'impression qu'elle a quand même de quoi dominer cette série. Après, de l'autre côté, peut-être qu'en effet, le banc du Mercury a vraiment de quoi faire la différence, la fraîcheur physique. J'ai hâte de voir aussi le duel, à voir si elles seront un duel match-up entre Jackie Young et Satou Sabali, parce que ça risque de s'envoyer bien correctement aussi à ce niveau-là sur les extérieurs. À mon avis, ce sera Monique qui va commencer sur Ouais. Jackie Young. Mais ça va être super intéressant à suivre au niveau des match-up et puis à voir aussi à quel point Alyssa Thomas peut peser sur cette série, accélérer le tempo et vraiment mettre le jeu entre guillemets à son compte pour les joueuses du Mercury. T'as mis Phoenix en 6. Ouais. Et bah écoute, pour aller contre toi, histoire d'avoir un prono un peu différent, moi je vais te donner Vegas en 7. Je vais te donner Vegas en 7, même si Cohérent. je suis pas certain que les joueuses de Vegas aient de quoi tenir encore une série en 7 là, Bah ouais, c'est très ça le honnêtement. truc. C'est surtout au niveau physique et je pense elles ont entre guillemets bizarrement bien plus de chances de le prendre en 5 que de le gagner en 7. Tu vois ce que Ah je veux ouais. dire? OK. Mais encore une fois, ça me paraît assez complexe, donc on verra aussi comment débute cette série. Si Vegas, tu sais que si Vegas se déplace à Phoenix en menant 2-0, attention, hein. Attention, grosse pression du côté du Mercury. Donc écoute, on verra Après, bien. si elles ont la chien, et c'est chaud aussi, hein. Ah ben si elles en lâchent un, non mais c'est pour ça. Vraiment, je me demande si la série se joue pas sur ces 2 premiers matchs, tu vois. Mais après, on peut complètement se gourer, donc on verra bien ce que ça donne. Mais après, moi, j'ai plus confiance dans la capacité de Phoenix à défendre A'ja Wilson que Las Vegas à défendre Satou Sabali, par exemple, tu vois? Ouais, ça va dépendre aussi de son pourcentage sur les lignes extérieures. Si c'est sûr que si elle continue à artiller comme ça et comme elle le fait depuis le début des Ouais. playoffs et globalement sur la saison régulière, ça va être très compliqué. Mais encore une fois, on est sur de l'adresse. L'adresse d'ailleurs qui était en surchauffe du côté de Vegas sur la deuxième partie de saison, ce qui expliquait aussi cette cette bonne série de victoires. Si elles aussi, elles sont capables de shooter à, je crois, plus de 36-38% à 3 points, plus la domination d'A.J. Wilson. Enfin, ça peut. Ça va être hyper intéressant à suivre de toute façon. Ces finales vont être hyper intéressantes à suivre. Donc, n'hésitez pas aussi à nous donner vos pronos avant que ça commence, là, et même après le match 1. Ouais. Vous avez le droit et de nous dire qui vous allez suivre au niveau de cette série. Je te propose qu'on prenne 2 minutes rapidement pour terminer ce podcast et parler un petit peu de la déclaration. L'une des déclarations qui a été faite par Nafisa Collier à la suite de cette défaite du Lynx. Nafisa Collier a débarqué en conférence de presse avec un papier très bien rédigé où elle a tout simplement défoncé les dirigeants de cette WNBA, la commissionnaire de la WNBA.
pas que sur des aspects de salaire, là où elles avaient déjà pris la parole lors du All-Star Game avec un message clair et net sur les t-shirts. Là, Nafisa Collier, qui est quand même l'une des 3 têtes de cette ligue, est montée très clairement au créneau et a été suivie par une grande quantité de joueuses sur les réseaux sociaux, notamment, et par des coachs et par des joueurs masculins. Ça a son importance, notamment dans cette histoire. On parle potentiellement d'un licenciement de la commissionnaire de la WNBA. Tu en as parlé, on n'est pas sûr que la WNBA puisse reprendre aussi facilement l'année prochaine parce qu'il y a des renégociations de CBA. Toi, sur place, comment tu vis le truc, comment tu vois le truc, notamment du côté du Fever, parce que le Fever peut être complètement impacté, notamment avec Caitlin Clark qui est quand même devenue l'une des têtes d'affiche de cette ligue et qui a permis un développement. Je pense que la WNBA n'était pas prêt en fait à ce développement-là depuis l'arrivée de Caitlin Clark, elle subit un petit peu. Comment tu vois ces choses-là? Est-ce que tu es globalement d'accord aussi, même si c'est pas forcément notre taf de donner notre opinion, mais avec les propos qui ont été tenus par Nafisa Collier, comment tu analyses un peu cette situation, toi? Surtout, ce qui nous a, je pense, qui a choqué tout le monde, c'est ce que Nafisa Collier a rapporté que Cathy Engelbert lui avait dit. Ouais. Donc, par exemple, elle avait dit que Caitlin Clark pouvait remercier la WNBA car elle lui avait donné une plateforme pour une plateforme, quoi, alors que Caitlin Clark a rempli des stades de football américain à l'université. Ouais, je pense elle a un peu confondu ce qu'elle voulait dire. Ouais, je pense que Voilà, Caitlin Clark a donné une plateforme à la WNBA, voilà, voilà. plutôt. Hem Et du coup, hier, ça a été pas mal abordé. Donc, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kelsey Mitchell a dit: «J'espère qu'on aura une saison WNBA 2026». Et Sophie Cunningham y est allée, a fait du Sophie Cunningham. Je lis la citation: «Je suppose que les gens qui ont des responsabilités à la ligue sont bons en business, mais ils ne connaissent absolument rien au basket, c'est catastrophique». Allez hop, ça c'est fait, on n'en parle Donc, plus. voilà, tu l'as dit, plusieurs joueuses ont soutenu les propos de Nafisa Collier qui donc, disait qu'en gros, il fallait un changement de leadership, qu'on avait les meilleurs fans au monde, la meilleure ligue au monde, mais la pire direction. Heu, Kathie Engelbert qui a réagi, à propos de Nafisa Collier, avec un communiqué bien lisse, bien fade, qui dit, «Je suis dévasté d'entendre qu'elle pense ça. Je suis, engagé chaque jour pour, le bien de cette ligue», machin et cetera. Qui ensuite, je pense que ce petit incident a fait une crise dans les bureaux à New York, puisque aussi on a les récompenses de la All Defensive Team qui ne sont pas sorties, bizarrement, qui ont un petit problème de calendrier. À mon avis, les gens sont préoccupés à d'autres choses dans les bureaux de la W. Nafisa Clear qui tire la sonnette d'alarme, qui à mon avis va faire bouger pas mal de choses. Sophie Cunningham, tu l'as dit aussi, a dit que pas mal de joueurs NBA envoyaient des messages aux joueuses de WNBA en disant: «C'est pas normal ce qui se passe» et cetera. On est au moment le plus important de l'histoire de la ligue. C'est pas moi qui le dis, c'est Caitlin Clark. Sur, cet accord, de CBA, 2020, enfin pour la saison 2026, au moment où la W n'a jamais été aussi populaire, avec son lot de haters, de voilà, mais quand même, une popularité qui grandit. On a eu la série de playoffs WNBA la plus vue, là sur la série Las Vegas-Indiana, avec des très bons chiffres d'audience sur ESPN. Donc tout marche, tout va bien et les joueuses, ouais, les joueuses sont complètement, dépassées par, la mauvaise gestion de cette ligue. Et en termes de gestion de ligue, Nafisa Collier, elle s'y connaît puisqu'elle est donc, cofondatrice d'Unrivaled qui là justement, a annoncé ses joueuses pour la saison, la saison 2, qui était un franc succès, la ligue de basket 3-3 féminin qui a lieu à Miami cet hiver. Et elle-même, pendant cette conférence de presse, quand on lui a posé les questions de comment, l'arbitrage devrait être géré différemment, elle dit à Unrivaled, par exemple, après le tournoi de 1 contre 1, on a eu, après le premier jour du tournoi de 1 contre 1, on a eu un meeting avec toutes les joueuses et les arbitres parce que c'était trop physique. Et dès le lendemain, dès le match, dès la journée 2 du tournoi de 1 contre 1,
les problèmes étaient résolus et les joueuses étaient contentes de l'arbitrage et contentes que leur voix soit entendue surtout. Donc voilà. Comme quoi, quand les joueuses sont entendues et que les choses sont bien mises en place, Ouais. ça se passe mieux. Attention, attention la WNBA, quand on voit le développement d'Unrivaled, avec toutes les joueuses qui continuent à s'inscrire pour la saison à venir. Caitlin Clark s'était inscrite mais ne jouera pas pour prendre soin de son corps. Mais attention à ne pas vraiment mettre en péril cette WNBA. Je suis globalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je vais juste rajouter ça. La NBA est en mesure d'agir aussi. On sait que la NBA et la WNBA sont quand même intimement liés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la NBA ne laissera pas la WNBA s'écrouler et s'effondrer, notamment en termes de business. C'est beaucoup trop important aussi pour le développement de la NBA que la WNBA puisse se développer et s'épanouir complètement. Et on le voit, à un moment donné, les joueurs sont aussi concernés, s'impliquent. On l'a vu toute la saison du côté de Golden State, du côté d'Indiana aussi, la bromance entre Tyrese Haliburton et Caitlin Clark. Ouais. Il y a un moment donné, quand il y a une complémentarité entre les joueurs, les joueuses et le management, si ça bouge pas radicalement dans les prochaines semaines, je pense que le board de la WNBA devrait bouger, clairement. Ça Voilà. parle en gros, ça parle que Katie fasse les négociations et démissionne juste après. Ouais, ce serait bien qu'elle ne fasse pas les négociations, si tu vois ce que je veux dire, parce que Ouais, là, je je pense qu'en sais. termes de Le réseau est crédibilité, coupé là. Il y a plus ouais, la ligne marche plus. Il y a de la ah ouais, friction sur non, la ligne. là, en termes de crédibilité, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est simple, si je dis pas de bêtises, elle est passée sur les grands écrans du Fever là Ouais. sur le dernier match, elle Non, s'est c'était fait Aces, mais des Aces, pardon, elle s'est fait. ouais. Bon, on l'a pas entendu, hein, tout simplement, on n'a pas entendu ses propos. Ce qui n'était pas plus mal d'ailleurs, ça nous a permis de reposer nos oreilles. Voilà, on vous a fait un petit débrief de ce sujet qui était quand même assez important. On vous a fait un long podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à dire, à revenir aussi commenter cette situation, nous donner un petit peu plus d'éléments si vous nous aussi vous en avez, ou tout simplement réagir à tout ce qu'on vient de vous dire. On vous souhaite de très très bonnes finales WNBA. Ça commence cette nuit, donc n'oubliez pas de mettre votre réveil à 2h du matin. Elliot, mon bon ami, fais-toi bien kiffer, en tout cas. Ouais. Continue à couvrir l'actu comme tu le fais. Profite bien de tes Media Day et des différents joueurs et joueuses et coachs et gens que tu rencontres sur place, Tout et à à fait. nous faire profiter de tout ça aussi sur les réseaux de The Playoff et sur tes réseaux perso. On va continuer à te suivre. On reviendra peut-être la semaine prochaine, on vous promet rien, ça dépendra de notre dispo parce que comme vous avez pu le constater, on a des plannings qui sont assez bien chargés. On verra aussi si l'ami Chris sera de retour ou pas en fonction de son état physique et de ses disponibilités. Lui aussi, il se fait plus tout jeune, donc il faut respecter les anciens. Et voilà, sur ce, passez une très très bonne fin de journée, un très bon week-end de Playoff WNBA. Et on se dit à très très vite sur les antennes de The Playoff. Allez, ciao ciao. À bientôt, ciao.